Merci aux gens du CNAP d'avoir permis cette rencontre. C'est pas tous les jours qu'on peut présenter en fait devant l'ensemble des gens qui représentent un champ en cours de constitution, le design graphique, ces travaux. Euh, Comme les intervenants précédents, voilà, j'ai essayé d'appuyer sur la singularité d'un parcours. Moi, je suis architecte de formation. Par la suite, j'ai intégré l'Atelier national de recherche typographique quand il avait été déplacé des Arts Déco vers Nancy dans la grande vague des décentralisations. Par la suite, j'ai intégré le DEA projet architectural et urbain qui était donc un DEA commun aux écoles d'architecture, l'Institut français d'urbanisme et particulièrement l'école de Marne-la-Vallée, donc de Paris-Belleville. Donc ça, c'était en 2001. J'enseigne le design graphique, la typographie aux Beaux-Arts de Toulouse, récemment rebaptisé Institut supérieur des arts Toulouse, donc l'ISDAT, et j'ai fait une brève intervention, enfin 1 an et demi, 2 ans d'intervention dans l'option design de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Moi, j'essaie de cumuler en fait dans ma pratique à la fois l'enseignement, une pratique de designer et à la fois une pratique de recherche, et tout cela n'est possible aussi que grâce au réseau et à Internet et à la possibilité de faire vivre ma recherche via des publications et défendre ces publications à travers des sites Internet. Donc là, vous avez mon site personnel qui défend plutôt le boulot de recherche et un site plus professionnel de portfolio qui explique un peu notre positionnement. Donc j'ai cofondé l'atelier Typomorpho avec Perrine Saint-Martin et Benoît Ricot à Bordeaux en 2011. À travers ce mot typomorpho, en fait, qui va en fait être résumé un peu l'ensemble de mon intervention, vient voilà, de mon cursus d'étudiant en architecture et la typomorphologie, donc qui est le croisement donc, de typologie architecturale et la morphologie urbaine, qui sont en fait une grille d'analyse qui était perçue peut-être de manière un peu poussiéreuse le temps de mes études, et moi qui est quelque chose, une approche historique de l'architecture et du tissu urbain qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque. Et donc j'ai essayé donc de retourner ce vocable typomorpho en quelque chose de positif. Et donc la typomorphologie, c'est ça, c'est un principe de lecture des formes d'organisation de l'espace, ouvert à l'étude de toute espèce de territoire aménagé par l'homme. Et finalement, c'est une définition pour moi ce qui pourrait être l'étude ou l'analyse ou l'étude de cas dans le design. Et donc par extension, c'était d'essayer de développer une pratique similaire, une pratique d'analyse similaire dans le champ du design graphique sur l'évolution des formes typographiques et calligraphiques urbaines. Donc entre nos conditions actuelles, entre palimpseste historique, métropolisation et suburbanisation. Donc c'était un peu l'histoire de prendre littéralement l'expression typomorphologie comme étude des formes typographiques urbaines. Et donc le fait urbain, le fait qu'une majorité de la population mondiale vit dans des métropoles immenses, pour moi est au cœur de mon questionnement, et je croise ça avec le fait que depuis les années 1960, nous vivons tous dans le paradigme du stylo bille et de l'outil que j'appelle monolinéaire, c'est-à-dire un trait qui ne produit pas de contraste, qui peut aller dans toutes les directions. Et je pense que le croisement en fait, de vivre en ville et de penser le dessin, l'écriture via ces outils monolinéaires, finalement conditionne notre rapport bien sûr à la typographie actuelle et plus largement notre rapport à l'espace. Et je pense que cette image, voilà un peu le résumé des différentes pratiques documentaires que j'ai pu développer. Cette idée de monolinéarité qui est au centre de mes recherches aujourd'hui, voilà, va faire l'objet d'un atelier de recherche à l'ISDAT cette année avec un groupe d'étudiants de 4e année, et c'est questionner un peu les conséquences de ces outils, les conséquences typographiques de ces outils, à la fois dans la pratique numérique des tablettes et la réparation possible du stylet est déjà présente dans pas mal d'objets d'écran mobiles, et sur l'histoire finalement typographique qui a assez peu exploré cette question de monolinéarité.
Mon propre travail, en fait, s'articule autour de 3 publications documentaires sur des pratiques principalement de graffiti dans l'espace public. Donc un premier ouvrage publié en 2007 sur les Pichassans de Sao Paulo, sur l'écriture cholo des gangs de Los Angeles en 2009, et plus récemment un ouvrage en fait sur les pratiques là non plus vandales mais socialement acceptées dans la Chine contemporaine, donc une pratique qui s'appelle le Dishu ou l'écriture au sol, qui existe depuis le début des années 90 en Chine. Un premier ouvrage publié en français et anglais, un deuxième ouvrage uniquement en anglais, et le dernier en chinois traditionnel et anglais. Et c'est vrai que, de fait, je pense que nous sommes dans un moment où il me semble important de s'adresser à la communauté des spécialistes mondialement, et donc malheureusement, j'écris de plus en plus en anglais et de moins en moins en français. J'ai une approche documentaire, ce sont principalement des études de cas, c'est très lié à l'étude des case studies, un peu comme en étude architecturale. J'essaie de mettre en place des corpus photographiques et vidéos inédits par rapport à toutes les questions qu'on a débattues ce matin autour de l'archive, de l'accès aux archives. Moi, j'ai une pratique de fabriquer mon propre corpus, issu des contextes urbains du XXIe siècle, et ça va croiser finalement des notions assez classiques de genius loci, c'est-à-dire d'identité du lieu, de l'esprit du lieu, et l'idée générale l'hypothèse d'un transfert de cette qualité locale de l'architecture vers le signe écrit. Donc je m'intéresse à l'ensemble des signes de l'espace public, que ce soit les signes officiels typographiés aux lettrages illégaux présents dans l'espace public. Mon intérêt, donc, est avant tout l'image de lettres latines et son évolution, sa diffusion globale. Je m'intéresse à l'écriture de grand format, le rapport entre monumentalité, rapport du corps à l'architecture, à la question du geste, et à ses conséquences manuscrites et typographiques des outils d'écriture monolinéaire qui sont souvent des outils artisanaux. Et donc, vous l'avez compris, mon souci principal, c'est la morphogénèse. C'est-à-dire comment les formes apparaissent ou réapparaissent dans l'histoire, et par opposition à une approche sociologique qui a souvent prévalu dans tout ce qui est les études de graffiti ou de signes urbains ou d'écriture exposée. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas immédiat, c'est-à-dire que j'ai une pratique aussi de diffusion de textes importants à mes yeux lors de mon parcours d'étudiant et de jeunes professionnels. Donc je voulais citer Georg Simmel, certains articles de Ken Garland, ainsi que Jean Baudrillard sur son travail sur les graffitis new-yorkais. Et je retiendrai ici surtout Ken Garland pour parler depuis le point de vue du designer, essayer de mettre en avant une grille d'analyse propre au designer capable d'énoncer ces problématiques. Et donc Ken Garland, ça a été une rencontre très importante pour moi, dans le sens où il m'a fait don, après une demande de certains de ses articles, et j'ai mis en place en fait un site internet où on peut télécharger des textes difficiles à trouver de l'histoire du design graphique, ou plus généralement de l'urbanisme et du rapport à l'urbain. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site Les Partisans du Moindre Effort, où c'est une plateforme de téléchargement libre. Ces préoccupations sont issues de mon parcours en fait au sein de l'architecture, et pour mon diplôme j'avais travaillé sur des questions métropolitaines et de mettre en place une scénographie à l'échelle de la ville contemporaine, et j'avais travaillé donc sur une charte architecturale et graphique pour un projet de ligne de métro. Et avant de commencer le projet, j'avais eu un fort développement documentaire, de faire un état des lieux européen de la question de la relation entre architecture et signe. Et c'est ça en fait qui fonde les recherches que j'ai pu mener par la suite en dehors de mon parcours académique. Ici, le métro de Bilbao, qui est un des derniers projets en fait, d'Otto-Eicher avec Norman Foster, qui est un moment exemplaire d'articulation du signe et de l'architecture, mais aussi de penser l'architecture en tant que signe. Ce qui m'intéressait, c'était comment on parle, comment on évoque l'espace du souterrain dans l'espace public et comment l'architecture devient signe. Je m'étais intéressé aussi au cas de Munich, dans l'idée d'une scénographie à l'échelle de la métropole. Et là aussi, c'est intéressant parce que c'est un des premiers travaux de signalétique, d'Otto Eicher dans les années 70. C'est lié aux Jeux Olympiques de 72 à Munich.
Et ce qui m'intéressait, c'était d'identifier quels sont les éléments variants et invariants d'un projet tel. Et donc l'idée générale, c'est finalement, à la sortie de l'école d'architecture, c'est de me demander, finalement, je pensais travailler sur ça, sur comment concevoir une identité visuelle pour une métropole. Et donc c'était de dire que les logos, les polices de caractère et les cartographies de réseaux de transport de masse étaient une identité visuelle par défaut d'une métropole. Et j'ai développé en fait plus loin cette analyse au sein de l'Atelier national de recherche typographique et faire une analyse à l'échelle du signe, à l'échelle de la micro-échelle de la typographie. Ici on est à Copenhague, qui est une des premières typographies qui va parler des spécificités locales, culturelles de la langue et de l'architecture à travers ce projet d'alphabet signalétique pour le métro et la cartographie. Et en fait, ce qui est le cœur de ma pratique, c'est qu'une fois sorti du cursus académique et en commençant à enseigner, ce qui m'a intéressé, c'est de retourner finalement cette question et de se poser la question si une identité visuelle pouvait-elle émerger en fait des qualités propres d'un tissu urbain. Et donc là, j'irai très vite sur les éléments iconographiques présents dans mes ouvrages. Où je mets en place de lourds corpus photographiques et où j'essaie d'étudier finalement des mouvements de lettrage vernaculaire très proches d'une approche typographique avec des espaces très travaillés, avec une intelligence du signe. Et je ne m'intéresse pas pour le vernaculaire, mais je m'intéresse à la constitution de choses, de cultures savantes parallèles du signe et de transmission, au rapport direct du corps, l'architecture, mais aussi les productions papier. Et ce qui m'intéressait, c'est de replacer tout ça dans une histoire plus large du signe dans la culture occidentale et sa diffusion mondiale. Donc voilà le type de schéma que je pouvais proposer au lecteur, où j'essaie, de cette fameuse morphogénèse, j'essaie d'expliquer l'apparition de formes. Même type de travail sur Los Angeles, où j'ai pu bénéficier en fait d'un corpus photographique des années 70 qui m'a été donné gracieusement par un photographe amateur, Howard Gribble, et je suis retourné sur place plus de 35 ans après pour étudier la stabilité et la pérennité de ce style calligraphique où on retrouve les mêmes enjeux qu'à Sao Paulo, à savoir une lettre issue de la culture médiévale européenne et qu'on va retrouver dans les banlieues mexicaines de Los Angeles. Là aussi, une étude à travers le signe, retrouver dans les signes observés dans la rue l'histoire. Et finalement, je pensais travailler sur l'évolution inattendue de l'alphabet latin, mais je n'ai fait qu'observer des continuités en fait assez flagrantes. M'intéresser à comment aussi ces signes ont été récupérés en dehors des communautés des gens qui ont créé ces signes, à savoir la musique et tout ce qui est les cultures, le soft power américain qui a déferlé depuis les années 60 en Europe. Et c'est notamment ces cultures-là qui m'ont permis d'entrer en contact au départ avec ces signes, et je me suis toujours posé la question d'où venaient ces signes. Et aussi les implications aujourd'hui dans la culture de l'écran et comment on va aussi essayer de parler sa propre langue, ici donc la fameuse écriture Cholo, à travers des systèmes normatifs comme des blogs avec des typographies systèmes comme l'Arial. Et je finirai sur le travail sur la Chine qui est un peu à part, dans le sens où on n'est pas sur un travail sur cet outil monolinéaire et des cercles de données. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé sur des formes qui apparaissent parce qu'on essaie de reproduire des formes du passé avec des outils nouveaux, en les plaçant dans un nouveau contexte. En Chine, on est sur l'apparition d'un phénomène au début des années 90 avec des pinceaux en mousse qui viennent simuler la brosse classique à poil chinoise pour la peinture et la calligraphie. Donc voici quelques exemples. Et là, j'étais dans l'impossibilité en fait de proposer une analyse au niveau du signe et je me suis consacré ici avant tout à une analyse des outils et à la question aussi de cet outil typiquement chinois, comment il pouvait questionner notre propre culture calligraphique européenne. Voilà. Cette image, en fait, c'est une grande partie de mon travail aujourd'hui où j'anime des ateliers de calligraphie dans l'espace public à partir de cette pratique totalement respectueuse de l'espace public, à la fois partagée et diffusable hors des contours de l'empire culturel chinois.
Voilà, donc merci, et je souhaitais, lors des questions-réponses, vous proposer quelques petites vidéos sur ce travail effectué en Chine. Merci de m'avoir écouté.